C'est quoi un petit peu les objectifs du coup que tu vois souvent revenir chez des particuliers, enfin des gens en gros qui veulent se mettre justement à investir, à préparer leur avenir financier quoi? La façon la plus efficiente dans le sens beaucoup de rendement Ouais. pour peu d'efforts, c'est l'investissement à travers. Même si les marchés, qu'ils soient immobiliers, financiers, peuvent avoir des variations, ce qu'on observe sur un horizon de temps suffisamment long, c'est que les marchés montent toujours. Quels sont les objectifs que je voudrais atteindre à travers les investissements que je vais réaliser? Le biais que beaucoup de personnes ont, c'est de se dire. Comment investir en partant de zéro? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Charles-Elias Farah. Il est conseiller en investissement certifié par l'autorité des marchés financiers. Il a un cabinet de gestion de patrimoine et un programme d'accompagnement où ils aident les particuliers à investir. Ils ont aidé plus de 400 personnes à le faire. Et il a créé le média Le Grand Bain autour de l'éducation financière. Alors aujourd'hui, on va voir comment investir en partant de zéro, de A à Z. De la définition des objectifs jusqu'aux stratégies à choisir et aux erreurs à éviter. À la fin de cet épisode, vous y verrez beaucoup plus clair sur votre avenir financier. Charles Elias, c'est quoi la différence entre l'investissement et la gestion de son patrimoine pour toi? L'investissement, ça va vraiment être, j'ai envie de dire, la tactique de je vais ouvrir un ETF, je vais acheter je vais ouvrir un PEA pour acheter des ETF, je vais acheter des SCPI, je vais ouvrir un compte titre, je vais acheter des actions Apple. Ça, c'est la technique, c'est j'investis. La gestion de patrimoine, c'est la stratégie, c'est la prise de recul. C'est quels sont les objectifs que je voudrais atteindre à travers les investissements que je vais réaliser. Par exemple, je peux vouloir préparer les études de mes enfants pour dans quelques années. Je voudrais pouvoir partir à la retraite un petit peu plus tôt, ou en tout cas générer un complément de revenu à la retraite. Et donc tous ces éléments-là, tous ces objectifs-là, ça doit être le prisme à travers lequel on va sélectionner les investissements qu'on va faire derrière pour que ces derniers servent l'objectif final. En quoi c'est important de d'abord bosser ça, du coup, ces objectifs, ces stratégies, avant de se dire bah, où est-ce que j'investis, etc. Parce que ne pas réfléchir à ces objectifs, c'est prendre le risque de réaliser des investissements qui m'emmèneront quelque part où je ne veux pas être. Typiquement, si jamais tu comptes acheter ta résidence principale dans 2 ans ou dans 3 ans et que tu te dis: «Je vais être, all-in, crypto, bitcoin ou des altcoins un petit peu, shady», tu prends le risque que au moment où tu vas avoir besoin de l'argent pour, faire l'achat de ta résidence principale, le marché ait pris une grosse chute et que ton capital ait fait -20, -30, -50, -70%. Et là, tu as plus l'argent pour acheter ta résidence principale, donc tu es bien embêté. Et donc c'est très important de dire: «OK, selon l'horizon d'investissement de mon objectif et selon le niveau de risque que je suis prêt, à prendre pour atteindre cet objectif, quels sont les investissements que je dois faire et quels sont ceux que je dois absolument éviter». Toi, tu as accompagné de nombreux clients en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Euh, c'est quoi l'étape par laquelle tu commences quand tu as quelqu'un qui arrive chez toi, qui te dit, bah écoute, moi, je me suis pas encore penché sur le sujet de l'investissement, de la gestion de patrimoine. Par où tu commences pour aider cette personne à avoir de la clarté sur ce qu'elle doit faire avec son argent? La première étape dans un process d'accompagnement patrimonial, ça va être ce qu'on qualifie généralement de phase de découverte. Alors c'est un peu galvaudé comme terme, mais ça veut tout simplement dire qu'on va étudier 2 choses. Ça va être un, les objectifs que le client souhaite réaliser à travers ses investissements et aussi son profil d'investisseur. Ça va être Ok. sa relation à l'argent, ça va être son appétence pour le risque, ça va être, à quel point il a des sensibilités ESG, par exemple. Donc tous ces sujets-là, on va les aborder dans, la première étape. Qu'est-ce que ça veut dire, sensibilité ESG? Sensibilité ESG, ça va être ESG, c'est l'acronyme de, environnement, environnemental, social et gouvernance. Ok. Donc c'est, toutes les personnes qui sont très sensibles à, par exemple, l'impact que leurs investissements peuvent avoir sur la D'accord. planète, Ok, ok. sur, voilà. Donc ça, c'est la sensibilité ESG. Et donc l'objectif, c'est, voilà, de comprendre quels sont ses objectifs et quel est, son profil d'investisseur. Et ces objectifs-là, on doit les parcourir. Alors chacun fait différemment. Moi, je sais que par exemple, j'utilise une plateforme qui permet d'avoir, entre guillemets, des cartes hein, qui abordent les différents objectifs traditionnellement demandés par les particuliers. Donc, parce que souvent, là, par exemple, je te demande, c'est quoi tes objectifs d'investissement? C'est un petit peu flou. Tu vois, Ouais, 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 c'est beaucoup de dur de personnes. répondre. Exactement. Beaucoup de personnes vont se dire, moi, je veux juste gagner de l'argent ou je veux avoir peut-être des revenus complémentaires éventuellement. Mais
Pourquoi? Pour quand? Combien? Donc il faut absolument détailler, quels sont ses objectifs, pourquoi est-ce qu'il veut les atteindre et surtout, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que pour chaque objectif, on doit aborder 3 caractéristiques. L'horizon, quand est-ce que je veux réaliser Ouais, cet objectif? Le budget, combien ça va me coûter de faire cet objectif? Et le niveau de priorité. Parce que ok. souvent, à moins d'être dans un monde parfait où, on a, argent illimité, bah, on a des ressources qui sont, limitées Ouais, et donc il va falloir généralement arbitrer. Dire: «Bon, bah, est-ce que je préfère, utiliser mon épargne ou mes revenus pour, préparer les études de mes enfants ou pour, m'acheter une Rolex?» Bon, chacun met la priorité où il veut, mais c'est important de définir où sont mes priorités. donc ton objectif, par exemple, ça va être: «Je veux acheter ma résidence, heu, je veux le faire d'ici 15 ans et cette résidence, elle va coûter, je sais pas, 200 000 € quoi». Ça, c'est un objectif typiquement? C'est typiquement un objectif et donc généralement pour une résidence principale, enfin de l'investissement Ouais, immobilier, on va faire appel au crédit, hein, on ouais, va aller voir une banque, et qui va potentiellement nous demander un apport. Bah, cet apport, par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être 10 du montant de l'investissement. ouais. Donc sur 200 000 €, ça ferait 20 000 € et ensuite je me dis: «Bon, bah, en fait, c'est, 20 000 € d'apport. Je voudrais pouvoir les réaliser dans, enfin les apporter dans, par exemple, 2 ans Ouais, ou dans 3 OK, ans» et donc je vais diviser ces 20 000 € par le nombre de mois. Hein, je dis n'importe quoi, 20 mois par exemple, OK. et donc ça fait, bah, je dois mettre, de côté, 100 000 € tous les mois, pendant 20 mois. C'est quoi un petit peu les objectifs du coup, que tu vois souvent revenir chez des, particuliers, enfin des gens en gros qui veulent se mettre justement à investir, à préparer, leur avenir financier quoi? Ouais. Bah, je les ai un petit peu mentionnés là, c'est, l'investissement immobilier pour beaucoup de personnes. En France, la pierre, ça reste l'investissement, préféré, pour plein de raisons, et je pense que c'est souvent des mauvaises raisons d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir en immobilier, non pas par réel besoin, mais plus par mimétisme social. Mmh. Mes parents OK. ont acheté leur, résidence principale, mes cousins, mes collègues, mes amis. Ah donc moi aussi je dois le faire. Mais c'est une très mauvaise façon de réfléchir à ses objectifs. Moi, quand il y a quelqu'un qui me dit, «Je voudrais acheter ma résidence principale», je pose toujours 2 types de questions. Je vais avoir des questions de, possibilité et des questions de pertinence. Possibilité, c'est: est-ce que déjà c'est possible financièrement, économiquement, d'acheter la maison ou l'appartement que tu veux? Et bah, potentiellement, on va faire le constat que par rapport à tes revenus, ta capacité d'emprunt, ton apport actuel, bah, non, en fait, ça rentre pas du tout dans les clous, et que tu as pas envie d'acheter, je dis n'importe quoi, tu prévois d'acheter un appartement de 70 mètres carrés, bah, tu te rends compte qu'avec ta situation financière actuelle, tu peux acheter qu'un appartement de 25 mètres carrés. Est-ce que tu vas faire l'achat? Peut-être pas, probablement pas. Donc potentiellement déjà la discussion elle s'arrête là. Si on se voit que c'est possible de faire cet investissement, ensuite je demande: «Est-ce que c'est pertinent?» Et là, la pertinence, elle se définit par, bah, typiquement, Baptiste, est-ce que, toi, tu te dis, la flexibilité de pouvoir changer de lieu de résidence, c'est important pour toi ou pas du tout? Si jamais tu as des opportunités, qu'elles soient professionnelles, personnelles, tu voudrais pouvoir, quitter ton appartement du jour au lendemain ou pas du tout? Mmh. Est-ce que, savoir que le toit sous lequel tu vis, c'est le tien, de savoir que tu peux faire, des travaux chez toi sans que personne t'embête, c'est important pour toi ou pas? Et en fait, quand on creuse ces différentes questions, bah, souvent la conclusion c'est que, ah bah, peut-être que c'est possible, mais c'est pas du tout pertinent. Mmh. Et donc c'est là où en fait, la discussion avec la personne, elle doit mener à une conclusion qui est rationnelle et pertinente sur l'achat ou non de la résidence principale. Donc il y a ça, Ouais. il y a les objectifs de, préparer les études des enfants. Ça, c'est l'objectif classique quand les personnes, commencent à avoir des enfants. Tu vois? Ce qui est pas très loin, dans notre âge, ça commence à arriver autour Ouais, ouais. de nous. Autour de nous ça Exactement. Préparer un mariage, tu vois? Pareil, financer un mariage, ça a un coût. Ça peut être, pour des personnes un petit peu plus âgées, anticiper une retraite. Ça peut être une retraite anticipée ou ça peut être une retraite à l'âge légal, mais en tout cas, commencer à prévoir un complément de revenus. Je voudrais pas toucher simplement le montant de pension, parce qu'on sait à quel point, un déjà, il est incertain et 2 il est faible et il sera encore plus faible pour toi comme pour moi. Mmh. Donc les gens veulent anticiper cette zone-là et ils se disent: «Bah, comment est-ce que je génère des revenus complémentaires, heu, passivement, idéalement?» Voilà, parce que, il y en a qui veulent aussi quitter leur emploi, Ouais. un petit peu plus tôt, que ce soit pour de manière temporaire, lancer une activité entrepreneuriale ou juste prendre du temps, de repos, et qui voudraient bien avoir une source de revenus, en parallèle. Donc ça, c'est tous ces types d'objectifs-là qu'on OK. essaye de défricher. Par curiosité, c'est quoi les objectifs un peu insolites que tu as pu voir passer, dans ta carrière toi de conseiller en gestion de patrimoine, s'il y en a eu?
Des trucs qui t'ont peut-être surpris ou tu vois? Rien d'exceptionnel me vient en tête. Maintenant, oui, il y a des sujets du style, des fans de voitures de collection qui, se disent: «Bah, moi, je veux absolument acheter, telle voiture de collection». Alors j'y connais rien, faut pas me demander le nom de la voiture, mais c'est un modèle très connu, et que la personne était prête à mettre, je sais plus combien c'était, mais plus de 100 ou 150 000 € dans cette voiture, ce qui est quand même significatif, comme, montant. Et elle était prête à rogner sur d'autres objectifs, sur, la résidence principale ou sur, voilà, d'autres choses qui sont au regard de beaucoup de personnes, heu, prioritaires. Mais encore une fois, on est personne pour juger les priorités de Ouais. chacun. Donc d'abord, tu listes tes objectifs, tu étudies leur faisabilité et leur pertinence, tu les priorises et tu les chiffres et tu mets des durées dessus. Ouais, exactement. À ce stade, donc tu te retrouves avec un montant que tu veux aller chercher, c'est ça? Ouais, exactement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, ensuite, on arrive, à la généralement, c'est le deuxième rendez-vous, hein, c'est, ce que moi je qualifie de, stratégie budgétaire. OK. Pendant cette phase, on va étudier les revenus de la personne, on va étudier ses dépenses habituelles, on va étudier, ses crédits si elle en a, sa capacité d'épargne, son épargne actuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui sur ses livrets, sur ses comptes courants, ses différents contrats, si il ou elle, en a ouvert, assurance vie, des PER, des PEE. Bref, l'objectif, c'est de faire un état des lieux de quelles sont les ressources que OK. cette personne a à disposition aujourd'hui, OK. pour atteindre les objectifs qu'on a identifiés, lors du premier rendez-vous. Ouais. Et donc, pendant cette phase-là, bah, généralement, on va, s'il y a des contrats, les analyser, regarder 2 choses. On va regarder la structure du contrat et on va regarder le contenu. Par exemple, un exemple assez commun, ça va être un contrat d'assurance vie, bancaire, donc ouvert, soit par les parents, soit par la personne elle-même, mais un peu sans trop s'y connaître, un peu par réflexe parce que le banquier a dit: «Ah bah, vous devriez ouvrir ce produit-là». Et mais en réalité, c'est des contrats qui sont, très chargés en frais, Mmh. qui sont, peu performants d'un point de vue produit disponible dedans. Et donc en réalité, tu te rends compte que c'est des mauvais contrats et des mauvais produits et que, la personne n'aurait pas intérêt à conserver un tel produit, un tel contrat. Dans ce cas-là, on va plutôt dire, bah, une des préconisations, ça sera probablement de fermer ce contrat pour récupérer l'argent et pour le réinvestir, ailleurs de façon plus efficace. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des mauvais contrats? C'est possible en fait d'avoir un contrat où on perd beaucoup. Qu'est-ce que ça implique d'avoir aussi de l'argent sur des mauvais contrats, tu vois? Je pense que c'est double peine parce que, à la fois, l'argent, ne va pas bien travailler et ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, Ouais. hein. C'est-à-dire que là, on place notre argent dans un endroit, il peut perdre en valeur, donc là, c'est vraiment la grosse peine. Mais en plus de perdre en valeur, bah, c'est de l'argent qui aurait pu être investi ailleurs de manière plus efficace et qui aurait pu générer. Donc finalement, c'est pas la perte uniquement qu'on a perdue, c'est la perte plus le gap de ce qu'on aurait pu générer. Ouais. Et ça finit par coûter très cher, surtout dans le temps, parce qu'il y a des personnes qui ont des contrats, ouverts, historiquement. Ça peut être par les parents, par des grands-parents ou quand ils y sont nés et qui peuvent se retrouver, à végéter, voire à, mourir, à décrépir progressivement pendant, 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et quand on sait à quel point les intérêts composés, même avec un rendement, on va dire modéré, tu vois, de, 4-5 sur, cet horizon-là, bah, ce contrat aurait pu générer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros, de profit. Et donc c'est là où tu te dis: «Ah ouais, ça peut coûter très, très cher d'avoir un mauvais contrat». Ouais, parce qu'on se dit 2-3 de frais, c'est pas beaucoup, tu vois? C'est des petits pourcents, mais effectivement, si tu le lisses, sur la durée, ça c'est fatal, quoi. C'est les intérêts composés et il faut là, difficile de le faire de tête. Enfin, moi, Ouais. j'inviterais peut-être les viewers à aller sur, vous tapez juste calculatrice d'intérêts composés sur Google et vous avez plein de simulateurs et vous regardez, vous entrez des hypothèses, 300 € par mois ou 100 € par mois ou 1 000 € par mois, à 4, 5, 6, 8 peu importe sur, selon votre âge, 10 ans, 15 ans, 30 ans et vous voyez combien ça donne et souvent, changer le pourcentage et enlever 2 3 ce qui est à peu près la moyenne des frais que les gens Ouais. payent quand ils passent par des mauvais contrats, bah, vous voyez le gap. Donc là, tu fais la cartographie, en gros, de toutes les ressources, de la personne, les contrats en place, les trucs comme ça. Est-ce que parfois cette phase, elle est difficile? Parce que tu sais, on a un rapport très émotionnel à l'argent. Mmh. Donc, d'aller voir vraiment mes objectifs, ce que je veux et d'aller voir mes ressources et de voir que, bah, peut-être, en fait, j'ai pas assez, quoi, pour y aller. Est-ce que parfois c'est difficile cette phase-là, tu vois, en fait, un peu de se prendre le mur dans la tête, quoi? Toutes les phases sont difficiles.
La première phase, elle peut être difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais pris le temps de se poser et de réfléchir à ces objectifs-là, à leurs objectifs de vie. C'est encore plus marquant, cette difficulté, quand on a, en face de nous un couple. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui n'ont jamais pris le temps de soit s'intéresser et encore moins de parler de ces sujets ouvertement et librement. Moi, souvent, ça m'arrive, hein, quand j'ai un couple en face de moi, c'est plus une, je me transforme, j'ai plus ma casquette de conseiller patrimonial, mais je deviens un conseiller matrimonial, quoi. Littéralement, Thérapeute de couple, quoi. mais ouais, tu deviens un peu l'arbitre parce que tu te rends compte que, l'un ou l'autre gérait un peu historiquement les finances, souvent c'est comme ça, pour les 2. Et en fait, ils ont jamais pris le temps d'en parler entre eux et chacun pensait que l'autre avait une certaine vision de l'argent, des dépenses, de l'investissement et en fait, moi qui pose les questions, bah, chacun se rend compte que la phrase que j'ai peut-être le plus entendue, c'est: «Ah, tu penses ça, toi?» Parce que les gens ne se rendent pas compte, en fait, quand tu habites avec quelqu'un, tu t'imagines qu'il pense d'une certaine façon et en fait, c'est pas le cas et donc ça, parfois, ça crée, bah, des frictions, ça libère un peu la parole, mais c'est nécessaire et c'est difficile. La deuxième phase aussi, elle peut être difficile parce que, effectivement, faire un état des lieux de ses ressources, de ses revenus, de ses comptes, bah, peu de personnes, prennent le temps de le faire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont juste incapables de dire, combien est-ce qu'elles mettent de côté chaque mois. Alors que moi, ça me paraît être une évidence de suivre un minimum. L'objectif, c'est pas de compter au centime près, mais c'est d'avoir un ordre de grandeur sur aujourd'hui, combien est-ce qu'en moyenne tu mets de côté chaque mois. Et les gens qui disent bah ça varie énormément, mais c'est une grave erreur parce que ils devraient commencer le mois ou en tout cas dès le moment où ils reçoivent leur salaire, peu importe revenu, épargner devrait être la première chose. Ils devraient d'abord se payer Te paye en eux-mêmes premier, quoi. avant de payer les courses, avant de payer les loisirs, avant de payer tout le reste. Et donc, c'est comme ça qu'on assure un niveau d'épargne et a fortiori d'investissement minimum et on va dire valide. C'est en se payant soi-même. Donc, déjà, tu travailles un petit peu là-dessus et ça change un peu le mindset de la personne qui se dit: ah ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais pensé à me payer moi-même. Donc, c'est une certaine gymnastique d'esprit. Et puis, bah, faire un état des lieux aussi, des dépenses et souvent les personnes se disent: «Ah ouais, mais en fait, je pensais pas du tout que je dépensais autant, dans, telle chose, telle chose». Ça peut être, des abonnements de sport, auquel à laquelle la personne n'est jamais allée. Ça peut être, ouais, des vieux abonnements, que la personne, avait juste oubliés et qui tournaient et qui lui coûtaient, 5, 10, 15, 20, 30 euros par mois, depuis, des mois, voire des années. Donc il y a plein de choses où, waouh, les gens se disent: «Ah ouais, là, c'est un travail difficile, Ouais, ça pique, c'est douloureux, ouais. c'est douloureux, mais c'était nécessaire». Et tous ressortent, que ce soit du rendez-vous 1 ou du rendez-vous 2, avec, la sensation d'avoir, enfin fait le truc qu'ils devaient faire depuis des mois, voire des années et qu'ils ont jamais pris le temps de faire. Ouais, parce qu'en plus, tu sais, on associe beaucoup, je pense, en France, notre valeur à notre salaire. Mmh. Enfin, c'est un truc, en tout cas, qui peut arriver et donc de se dire: «OK, en fait, j'ai pas assez d'argent pour, mes objectifs, ça veut dire peut-être que je suis pas assez» et cetera. Alors Mmh. qu'on met beaucoup d'émotions sur l'argent, alors qu'en fin de compte, c'est une unité de mesure. C'est pas, enfin, voilà, c'est virtuel, quoi. Mais ouais, ça doit être, pas toujours facile et effectivement, pris dans le quotidien, de mettre de côté tous les mois, ça peut, je pense, être un truc qui passe à la trappe, tu vois, pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes et surtout, le biais que beaucoup de personnes ont, c'est de se dire qu'elles ne gagnent pas assez pour épargner ou pour investir. Alors que c'est complètement faux et qu'il faut vraiment avoir en tête, même quelqu'un qui gagne, j'exagère, le SMIC ou 1 500 ou 2 000 euros, peu importe, heu, si avec le niveau de salaire actuel, elle n'épargne pas 50, 100, 200 euros ou quoi que ce soit, c'est pas en gagnant, le double que la personne va commencer à épargner. Il y a toujours un minimum, même si c'est difficile, mais même si c'est 10 euros ou 50 euros, c'est une question d'habitude et en fait, si la personne n'a jamais pris l'habitude d'épargner ou d'investir, le jour où elle va gagner plus, bah, elle va subir ce qu'on appelle la lifestyle inflation, Ouais, hein, donc l'inflation du niveau de vie. C'est-à-dire, «Ah bah, aujourd'hui je gagne, 200 euros en plus». Bah, en fait, ces 200 euros en plus, je vais les dépenser. Je vais commencer à, acheter des choses que j'avais toujours eu envie d'acheter et bah, finalement, le gap entre, leurs revenus et leurs dépenses n'augmente jamais et ouais. donc ils se retrouvent dans des situations. Moi, j'ai des amis comme ça, j'ai une amie qui gagne genre plus de 5 000, 6 000 euros par mois net, donc quand même un salaire très confortable, Ouais, bien au-delà du salaire médian, français. largement, qui est autour des 2 000 euros. J'ai Enfin, elle n'a jamais pris, l'habitude d'épargner ni quand elle gagnait, 2 000 euros, ni quand elle gagnait 3 000, 4 000 et ni quand elle gagnait 5 000 et donc aujourd'hui, quand tu lui dis: «Ouais, il faudrait que tu arrives à épargner,
100 euros ou 200 euros par mois, ça lui semble impossible. Ça lui semble être la mer à boire. Alors qu'il y a des gens qui gagnent 2000 euros et qui arrivent à épargner cette somme-là, voire plus. Donc tu vois bien que c'est pas une question de revenus, Ouais. c'est plus une question d'habitude. Ok. Parce il y a aussi cette idée que faut déjà être riche pour investir, tu vois, qui peut arriver, j'imagine. Curieux de voir après. Donc là, à ce stade-là, tu as fait l'état des lieux des ressources. Qu'est-ce qui se passe après, du coup? Mais après, on arrive au moment où il va falloir construire la stratégie. Ok. Donc là, c'est généralement entre le rendez-vous 2 et le rendez-vous 3. Il y a un peu de temps, enfin ça peut être une semaine, peu importe, mais c'est le temps pendant lequel le conseiller va réfléchir aux différentes stratégies d'investissement qui vont permettre d'atteindre les objectifs identifiés lors de la première phase à l'aide des ressources qu'on a identifiées lors de la deuxième. Ok. Et donc là, bah, il y a pas de magie, pas de secret. C'est juste, OK, bah, typiquement, pour cet objectif-là de, générer des revenus complémentaires à court terme, bah, on va plutôt, investir dans tel type de produit. Ah, je vais sélectionner quels sont les meilleurs partenaires pour, cette solution-là ou cette Ok. problématique-là. Je vais recommander ce partenaire-là. Et puis, bah, cet autre objectif va nécessiter d'autres investissements. Quels sont les meilleurs partenaires pour ces investissements-là? On fait un peu cette liste hein, et ces différentes stratégies. OK, il faudrait investir tant d'euros chaque mois dans ce contrat-là, Ok. parce qu'avec tel horizon d'investissement et avec tel rendement théorique, évidemment, on devrait atteindre tel niveau de capital in fine. Et une fois qu'on a fait cette réflexion, et généralement, ça peut être mis sur des slides, ça peut être mis sur un outil, peu importe, on va les présenter au client dans le troisième rendez-vous et on va lui dire, bah voilà, pour atteindre cet objectif-là, on va faire ça, pour atteindre cet objectif-là, on va faire ça. Et une fois qu'on a fini de lui présenter, il nous dit: «Bon, bah, oui, ça me convient» ou «Ah non, ça me convient pas» ou «Ah, est-ce qu'on peut changer ceci, cela?» Donc là, il y a une discussion pour un peu, voilà, valider pour qu'on valide ensemble, Ouais. les contours et les détails de la stratégie. Et une fois que les contours et les détails sont validés et ben après, c'est le conseiller qui va s'occuper des souscriptions, pour le client. Si on devait faire un petit tour des horizons, peut-être rapide en restant un peu au niveau, mais sur du coup, les différentes stratégies après qui sont possibles pour investir. Globalement, ce serait quoi un peu la vue d'ensemble pour résumer? Parce que tu vois, il y a l'immobilier, il y a la bourse, les ETF, les actions, les SCPI, les machins. Si on devait un peu donner la vue d'ensemble de manière claire, toi, comment tu présenterais le truc? Mmh, je pense qu'on peut classer en 4 grandes catégories les actifs ou les stratégies. On va avoir, les stratégies ou les actifs plutôt, sécurisés, prudents. On va avoir les actifs de, développement du patrimoine, donc pour faire grossir le patrimoine avec notamment, l'immobilier et la bourse, hein, c'est les 2 grands outils principaux. Et enfin, on a la dernière strate avec, les actifs que je vais qualifier de diversification, hein, aussi appelés des actifs exotiques, avec, des produits un petit peu plus atypiques. Dedans, on va retrouver, les cryptos, on va retrouver peut-être du private equity, on va retrouver de l'investissement dans, des œuvres d'art, dans les voitures, dans les cartes Pokémon, enfin, tout ce qui est imaginable, hem et qui rentre vraiment dans on va dire à la fin de la stratégie. Vraiment les 3 grandes phases, enfin les 4 grandes strates, ça va vraiment être ça. C'est les actifs sécurisés, les actifs avec l'immobilier et la bourse et enfin les actifs de diversification avec, les produits exotiques, exactement. Ok. Maintenant, dans ces étapes, par exemple, les actifs sécurisés, Ouais. qu'est-ce que c'est Ça va être par exemple, bah, déjà, ça paraît bête, mais tous les livrets sécurisés, livret A, livret de Ok. développement durable et solidaire, le livret d'épargne populaire aussi. Là, c'est des livrets dont le capital, quand tu mets de l'argent dessus, il est garanti. Donc, tu peux pas avoir, de l'argent tu peux pas avoir moins Pas d'argent baisser, sur quoi. ton exactement, ça peut pas baisser. Le rendement, il est très faible, hein. Il est autour du taux sans risque de la Banque centrale européenne. Taux sans risque, c'est quoi? C'est le taux auquel la banque centrale prête aux banques commerciales. D'accord. Et donc, ça a un impact sur, bah, quand les banques commerciales te proposent un livret, bah, elles peuvent te rémunérer autour de ce taux sans risque, parce qu'elles empruntent à ce Ouais, taux-là. d'accord. En ce moment, il est autour des 2 par exemple, un petit peu en dessous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors on enregistre, enfin, quand la publication, ça aura peut-être changé, mais au moment où on enregistre, le livret A, par exemple, comme le LDDS, il a un rendement de 1,7 net. Donc c'est pas énorme, mais c'est mieux que zéro déjà. Ouais. Et typiquement, à quoi ça sert? Bah, ça va servir pour, par exemple, pour ton épargne de précaution. Hein, tu vois, si jamais toi, tu me dis: «Bah, je sais pas où mettre mon épargne de précaution», je vais mettre sur des livrets. Ou si tu me dis: «Bah, dans, 6 mois ou dans, moins d'un an, généralement, je vais avoir besoin de sortir 10, 15, 20 000 euros Ouais. pour quoi que ce soit», bah, on va privilégier l'utilisation de ces livrets. Parce qu'encore une fois,
c'est capital garanti et surtout, c'est liquide. Liquide, ça veut dire que je peux retirer l'argent Ouais. à tout moment. D'autres actifs sécurisés, tu vas avoir par exemple ce qu'on appelle le fonds euro des contrats d'assurance vie. Sur un contrat d'assurance vie, il y a deux poches, il y a le fonds euro et les unités de compte. Fonds euro, c'est la poche garantie. Donc quand tu mets de l'argent dessus, il peut jamais y avoir moins. Ouais. Mais pareil, le rendement, il est plutôt faible, hein, autour des 2%. Et les unités de compte, c'est tout le reste. Quand tu mets sur un contrat d'assurance vie, ça peut être des actions, des ETF, des SCPI, des obligations. Tu peux mettre plein de choses dans les unités de compte. Mais c'est pas garanti. Et du coup, il y a Ok. du risque de perte. Voilà. Donc, Ok. typiquement, si tu me dis, moi, je veux mettre 100 000 euros de côté pour un achat dans 1 an ou dans 2 ans, bah, probablement que je te recommanderais d'ouvrir une assurance vie et de mettre cet argent sur le fonds euro. D'accord. Ok. Parce que là, tu mets de côté Exactement. pour pas le perdre. C'est pour On pas va dire. perdre, c'est pallier un minimum à l'inflation. Ouais, ouais. Donc, c'est pas un but d'enrichissement. Tu vas Ouais, pas ouais, ouais. devenir riche avec ces produits-là, Ouais. mais au moins, tu vas pas perdre d'argent et tu vas pas non plus perdre de pouvoir d'achat. D'accord. Ok. Ok. Et donc après, pour développer ton patrimoine, tu vas plus aller sur de l'IMO ou de la bourse, par exemple. Ouais, exactement. Ouais. Bourse et IMO, tu utilises des leviers différents. C'est-à-dire que quand tu veux investir en immobilier, souvent on dit bah faut utiliser l'argent de la banque. C'est vrai. On va plutôt utiliser ce qu'on appelle le levier du crédit. Donc tu vas pouvoir faire un emprunt, dire à la banque ouais, je voudrais que vous me prêtiez 10, 20, 50, 100, 200 000 euros. Euh, En contrepartie, il y aura un taux d'intérêt, donc tu vas devoir rembourser cet argent-là avec un certain taux, mais tu vas pouvoir investir cet argent pour acheter soit ta résidence principale ou bien faire un investissement locatif. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais en immobilier, on utilise le levier de l'emprunt. En bourse, tu peux pas aller voir une banque et lui dire ouais, prêtez-moi 100 000 euros pour que j'investisse en bourse. Pour plein de raisons, parce que c'est plus risqué, parce que voilà, ça se fait pas. Et donc, on va utiliser le levier de l'épargne. Et donc, l'épargne, bah, Ok. c'est ton argent, c'est à toi. Tu me dis chaque mois, je peux mettre 200 euros de côté. Et bah, peut-être qu'on va mettre une partie, voire la totalité de ces 200 euros en bourse. Après, il y a plein de façons d'investir en bourse, mais c'est ce qui permet de développer en parallèle le patrimoine immobilier et le patrimoine financier, parce que tu n'utilises pas les mêmes leviers. En quoi c'est utile de faire les deux, du coup? C'est utile de faire les 2 parce que, bah, déjà vu qu'on n'utilise pas les mêmes leviers, ça permet d'accélérer le développement de ton patrimoine. Si tu en utilises qu'un, bah, tu te prives d'une source, de développement, qui est Ouais. potentiellement importante. Donc c'est dommage de ne pas le faire Ouais. et ça t'apporte de la diversification. Parce que si jamais demain tu investis, j'exagère 100 de ton patrimoine en bourse et que la bourse prend moins 30, moins 40, bah, c'est l'ensemble de ton patrimoine qui a pris moins 30, moins 40. Ouais. Donc c'est Ok. pas très agréable. Ok. Alors que si jamais, encore une fois, je simplifie, tu as 50 en bourse et 50 en immobilier, bah, les marchés boursiers peuvent se cracher, mais ton patrimoine immobilier il va garder sa valeur et inversement. Ouais, ouais. Ok. Donc ça te permet d'être plus résilient en cas de crise. Et donc derrière, les investissements plus exotiques, ça, est-ce que c'est la roulette russe, en gros? Enfin, est-ce que c'est le casino? Est-ce que c'est quand même un truc qui peut être super cool à avoir dans sa strat? Comment tu l'amènes, toi, quand tu le conseilles? Il faut vraiment voir les actifs dont je t'ai parlé là comme une pyramide, avec le socle en bas que sont les actifs sécurisés, Ouais, prudents, avec les livrets, avec les fonds euros. Au-dessus, un peu plus haut, on a la bourse et l'immobilier. Donc là, on va développer le patrimoine, mais il y a ouais, tout de même un certain risque associé. On a vu que ça pouvait perdre en valeur, etc. Et tout en haut, c'est vraiment la pointe de la pyramide où on va retrouver les actifs exotiques. Comme je te l'ai dit, les œuvres d'art, les voitures de luxe, les crypto-monnaies, les cartes Pokémon. Pourquoi c'est tout en haut? Parce que ça doit vraiment venir en dernier. Quand tu construis une pyramide, tu commences rarement par le haut. C'est mieux de commencer par le bas et d'avoir des fondations solides. Donc, est-ce que c'est intéressant d'en avoir? Oui, si et seulement si 2 conditions sont remplies. La première, c'est que j'ai les fondations de ma pyramide qui sont solides, que ce soit sur la partie sécurisée, mais que j'ai aussi déjà bien développé mon patrimoine financier et mon patrimoine immobilier. Et ensuite, si, deuxième condition, c'est, on en revient un peu à ce sujet-là de tout à l'heure, c'est pertinent. C'est-à-dire que si, pareil, tu me dis, moi, je suis plutôt un profil prudent, ou j'aime pas trop le risque, etc., je t'enverrai jamais vers des cryptos, ou vers des cartes Pokémon, ou vers des montres, ou voilà. Parce qu'il y a un niveau de risque qui est intrinsèquement plus élevé. ouais, On peut voir hein, sur cette pyramide, il y a une double dimension. C'est le rendement. Donc plus tu montes, plus tu as un rendement potentiel élevé, mais c'est aussi le risque. Plus tu montes, plus le risque de perte est important. Tout en bas de la pyramide, le risque de perte, il est quasi nul pour pas dire nul, mais tout en haut, bah, il est très élevé parce que
quand on a qu'est-ce qui fait que ces actifs-là sont plus, risqués? Et bah, tu vois, je reprends encore une fois cet exemple, mais les cartes Pokémon, demain, c'est plus à la mode ou les gens n'aiment plus ça, bah, ça peut perdre, non pas 20-30 de leur valeur, comme, en bourse, ça peut arriver. Ça peut perdre 90-95 de leur valeur. Des crypto-monnaies, hein, pour des choses plus traditionnelles encore, c'est arrivé et ça arrivera encore que des cryptos perdent 95-99 de leur valeur. Là, tu as tout perdu. En une nuit. En une nuit, enfin en En quelques un heures même. tweet. Non, mais vraiment, en un tweet, merci Elon Musk. Donc il peut se passer des choses, Ouais. très, très, très négatives, très rapidement. Et donc, est-ce que c'est pertinent? Bah, si tu as une appétence pour le risque qui est élevée, que tu as envie d'aller chercher des rendements qui sont potentiellement aussi beaucoup plus élevés, hem, ça peut faire sens. Maintenant, vers lesquels se diriger? Bah, souvent, ce que je dis, c'est que vu que ce sont plutôt des placements de conviction, vaut mieux être soi-même déjà un peu, féru du sujet, voire même entre guillemets un peu expert. C'est-à-dire que Ouais. si tu me dis: «Moi, j'y connais rien en cartes Pokémon», mais je vais jamais te dire: «Investis en cartes Pokémon». Tu connais rien en crypto-monnaie, n'investis pas en crypto-monnaie. Tu connais rien en voiture de luxe, n'achète pas de voiture de luxe. Donc Ouais. c'est important de savoir où est-ce que, toi, tu as ton expertise, ou en tout cas ta conviction, tes valeurs et te diriger vers ça. Parce que, bah, j'ai envie de dire, tu vois, même des personnes qui sont passionnées de voiture, si demain la voiture qu'ils ont achetée, elle perd vachement en valeur, bon, bah, ça aura pas été le meilleur investissement de leur vie, mais ça aurait quand même été vachement cool d'avoir une voiture, de luxe, ou une voiture de collection dans leur garage. Ouais, 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 carrément. Donc là, on a un petit peu la carte de toutes les leviers possibles pour investir. Peut-être ça pourrait être intéressant qu'on fasse un cas, tu vois, je sais pas, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple? Alors, évidemment, ça va être théorique parce qu'on n'a pas tout le background et tout, mais si quelqu'un voulait avoir, je dis n'importe quoi, un patrimoine de 500 000 euros, par exemple, dans les 20 prochaines années, parce qu'il a calculé que ce que ça va lui ramener après Ouais. en revenu passif, ça va financer sa retraite, en gros, ou voilà. Euh, Ça pourrait ressembler à quoi une composition type là-dedans? En gros, il y aurait quel pourcentage de chaque étage de la pyramide, Ouais. sur un cas un peu hypothétique, mais juste qu'on se fasse une idée, tu vois, des grosses masses, quoi. Ouais. Mmh, déjà, il va falloir faire, alors, en supposant que c'est le seul objectif de la personne, qu'il y a rien d'autre, on va aussi supposer, parce que c'est très important, qu'elle a, son épargne de précaution. Pour Ouais, rappel, l'épargne de précaution, c'est pour pallier aux urgences et aléas de la vie. Ça doit représenter 3 à 6 mois de ses dépenses mensuelles. Donc si la personne dépense, 2 000 € par mois, bah, ça devrait représenter entre, allez 6 et 12 000 € facilement. Moi, généralement, j'aime bien mettre un seuil minimum à 10 000. C'est-à-dire que si la personne me dit, «Je dépense 1 000 € par mois», bah, je vais quand même aller à 10 000 parce que je pense que voilà, il peut se passer des choses dans la vie où tu peux avoir à sortir 10 000 €, donc j'aime bien mettre un minimum à 10 000. Bref, donc on suppose que la personne, elle a son épargne de précaution, qu'elle a pas d'autres objectifs, qu'elle a des revenus stables, donc par exemple, elle a un CDI, hein, ouais. je pense, hem et quels sont les autres, critères? Et puis après, bah, regarder vis-à-vis de son âge aussi, parce que tu me dis dans 20 ans, mais si la personne, elle a 20 ans pour, avoir ça à 40 ans, ou si elle a 50 ans pour avoir ça à 70, tu vas pas du tout faire les mêmes choses. Heu, Admettons qu'elle est 35. ouais, alors si tu as 35 ans et pour dans 20 ans, retraite anticipée, tout ça, super, tu veux 500 000 €. Pour D'ailleurs, profiter un peu. ouais, On n'est pas exactement, des monstres. tout à fait, genre quelques années avant la retraite et tout, c'est sympa. Hem D'ailleurs, pour info, à peu près 500 000 € investis à, 5 de rendement, ce qui est un rendement, voilà, Raisonnable. plus raisonnable, ça génère à peu près, un petit peu moins de 2 000 € de revenus mensuels. Ouais. Donc tu vois, ça peut être un bon complément pour la retraite. Ouais, 500 carrément. 000 €. Bon, comment est-ce qu'on fait 500 000 €? Alors là, moi déjà, ce que je regarderais, on l'a dit, donc à part le bas de la pyramide qui doit être là pour l'épargne de précaution, si elle a pas d'autres objectifs à court terme, on peut se permettre d'attaquer directement l'étage suivant, avec la bourse et l'immobilier. Quand tu dis en fait la pyramide, c'est tu fais étage par étage, mais ça veut pas dire que l'étage d'en bas doit être forcément plus gros que ceux d'au-dessus. Non, mais en fait, il faut d'abord s'attaquer, quand je dis Tu fais dans l'ordre. tu fais dans l'ordre pour regarder, OK, en bas, de quoi on a besoin. Voilà, ok. Et donc, si on voit qu'on a Fondation. exactement, de quoi on a besoin que de l'épargne de précaution. Bon, bah, on fait l'épargne de précaution. Après, on passe à l'étage suivant. De quoi on a besoin, au-dessus? Ah, bah là, effectivement, pour dans 20 ans, il y a des trucs bien à faire avec, cet étage-là, avec, la bourse et avec l'immobilier. Si la personne, elle me dit: «Bah, moi, je suis pas du tout intéressé par gérer des locataires, j'ai pas d'appétence pour l'immobilier en particulier, je veux pas faire des travaux, je veux pas, m'occuper, trouver des locataires et cetera, ça m'embête. Je la dirigerai tout de même pour développer le pan du patrimoine immobilier vers des SCPI.
Ok. SCPI, en quelques mots, c'est quoi? C'est un véhicule d'investissement qui va acheter un parc immobilier. Ça peut être des bureaux, des commerces, des logements, qui va le mettre en location. Donc le parc immobilier est composé de dizaines, voire de centaines de biens différents, hein. Ça génère des revenus locatifs. Et toi, moi, les investisseurs, on peut acheter des parts de cette SCPI et on va percevoir une part des loyers proportionnelle à notre investissement. Le rendement moyen des SCPI, il est autour des 5%, pour faire simple. Et donc l'intérêt des SCPI, bah, c'est que ça te distribue des loyers, des revenus locatifs, et c'est 100% passif. Tu n'as pas besoin de trouver les biens, tu n'as pas besoin de trouver des locataires, tu n'as pas besoin de gérer les locataires, de gérer les travaux. Tout ça, c'est la société de gestion qui s'en occupe. Et on peut investir en SCPI à crédit. Donc typiquement, là, si la personne me dit qu'elle a une capacité d'emprunt parce qu'elle n'a pas acheté sa résidence Ouais. principale et que ça ne l'intéresse pas, et ben, elle peut utiliser sa capacité d'emprunt pour acheter des SCPI à crédit. Quand on achète des SCPI à crédit, il faut avoir en tête que, contrairement à de l'investissement immobilier traditionnel où c'est possible, on ne va pas, cette fois-ci, avoir de cash flow positif. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir plus de loyer que Que le montant de du prêt qu'on du rembourse. prêt. Exactement. Donc, on peut faire des montages, je ne rentre pas dans les détails, pour avoir un cash flow neutre, mais voilà, souvent, il va être soit neutre, soit un petit peu négatif. Il va falloir continuer à rembourser un peu Exactement, tous les mois. rajouter un peu, mettre au pot, si tu veux. Mais en tout cas, on peut utiliser ces capacités d'emprunt pour développer le patrimoine immobilier. Le crédit peut être sur 20 ans, par exemple, et du coup, dans 20 ans, bah, elle a fini de rembourser son crédit, Ouais. et du coup, la totalité des revenus des SCPI seront dans sa poche tous les mois. Ok. Donc là, premier levier. Et ensuite, pour le patrimoine financier, bah, là, il y a différentes écoles. Moi, je suis plutôt de l'école de la gestion passive. Donc, je veux pas. Peut-être que le client il est passionné de stock picking, d'analyse de marché, d'étudier des graphes, etc. Ouais. Tant mieux pour lui. Mais si c'est pas le cas, et je pense que c'est pas le cas de la majorité de la population, la façon la plus efficiente dans le sens beaucoup de rendement Ouais. pour peu d'efforts, c'est l'investissement à travers des ETF. C'est quoi un ETF? ETF, c'est comparable à un panier d'actions. Et donc, quand tu achètes une part d'un ETF, c'est comme si tu achetais une fraction de toutes les actions dans le panier. L'avantage, c'est que c'est hyper diversifié, hein. Il y a des paniers qui contiennent des centaines, voire des milliers d'entreprises différentes, de plusieurs secteurs, de plusieurs géographies. Donc, c'est très diversifié. Donc, ça limite le risque par rapport à si on se disait, ouais, je vais acheter du Apple ou du Google. Bah, une action, c'est possible. Une action, en théorie, elle peut tomber à zéro. Un panier d'actions avec des centaines, voire des milliers d'entreprises différentes, il y a très peu de chances, pour ne pas dire aucune chance, que la valeur de l'ETF tombe à zéro. Ou alors, ce sera le cadet de tes soucis. Parce que ça veut dire que c'est la fin du Exactement. monde, en gros. Ouais, Quoi. franchement, si jamais toutes les entreprises j'ai n'importe quoi du monde ou des entreprises américaines ne valent plus rien, les quelques milliers, même dizaines de milliers d'euros que tu peux avoir investis en bourse, ça sera le cadet de tes soucis, c'est clair. Donc, investir en ETF, c'est la meilleure façon. Et alors, comment est-ce qu'on investit en ETF? En France, tu as besoin de passer par une enveloppe fiscale. Ça peut être le PEA, ça peut être l'assurance vie, ça peut être le PER, ça peut être le compte titre ordinaire. Donc, il y en a plein. Généralement, ce qu'on recommande pour commencer, ça va être le PEA. Ok. Pour plein de raisons. Il y a des avantages fiscaux, Ouais. il y a peu de frais, etc. Donc, c'est super. Et donc, acheter des ETF dans un PEA, c'est, j'ai envie de dire, la baseline, une très très bonne baseline pour commencer à investir en bourse avec peu de frais, avec une bonne diversification et avec une bonne performance. Et donc là, après, la step suivante, ça va être de dire qu'est-ce que j'achète comme ETF, tu vois. Ouais. Il y a différents niveaux d'optimisation là-dessus. Il y a des gens qui peuvent se dire, je vais juste acheter un simple ETF World. C'est possible, ça marche. La performance historique d'un ETF World, ça va être autour des 8%, ce qui est une très bonne performance. Attention, ça ne veut pas dire que ça fait 8% tous les ans. Il y a des années, ça fait plus 30, il y a des années, ça fait moins 20. C'est juste que sur le long terme, quand tu regardes sur un horizon de 10, 15, 20 ans, tu vas aller chercher autour des 8%. Donc, c'est une très bonne performance. Soit tu dis, bah non, moi, je voudrais un petit peu plus optimiser. Et là, tu peux faire ce qu'on appelle une décomposition d'ETF et pas acheter juste un ETF World, mais acheter un ETF S&P 500 pour les marchés américains, du Stoxx 600 pour les marchés européens, des marchés émergents. Donc, il y a plein Des d'optimisations combinaisons que tu peux faire. ouais. Exactement. Pour aller chercher non pas 8%, mais peut-être 8,5, 9, 9,5. Et on en a parlé plus tôt, mais on sait à quel point quelques points de pourcentage de performance en plus, sur 20 ans, c'est potentiellement des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en plus. Et une fois qu'on a développé du coup le patrimoine immobilier et le patrimoine financier, s'il reste des ressources, mais là normalement on a quand même déjà bien chargé, mais s'il reste des ressources et que la personne me dit moi je suis ultra fan de, on y retourne, les cartes Pokémon,
pourquoi pas? Je lui dis: «Si jamais ça t'amuse, ça te fait plaisir et que c'est cohérent par rapport à l'objectif, Ouais. qu'on se rend compte qu'on n'est pas non plus ric-rac pour atteindre l'objectif, tu peux allouer 3, 4, 5, 6, max 10 de tes investissements, de ton patrimoine à cette classe d'actifs. Encore une fois, il faut le voir vraiment plus comme un investissement plaisir, mais ça pourrait se faire si la personne elle est vraiment passionnée par ça. Donc au final, la répartition un peu en pourcentage de la strate, ça Bon, ressemblerait, bah, en fait, en pourcentage de la strate, c'est difficile à te dire sur quoi? Sur un capital initial ou sur ses investissements mensuels? Tu vois? C'est à la fin, c'est 500 000 en gros, il y Ah oui, OK, a il y une a fois que tu as les cin eh bah, alors à la ouais, fin, c'est la répartition, ça devrait bah, du coup, la partie sécurisée, ça va être un tout petit pourcentage, tu ouais, vois? ça aura été écrasé par le reste. Exactement, et techniquement, j'ai envie de dire, si on a juste de la bourse et de l'IMO, et des actifs, alternatifs, tu pourras avoir, 45 en bourse, 45 en IMO et les 10 de d'actifs alternatifs. Ouais, OK. Franchement, ce serait ça. C'est quoi les pièges sur la route, les erreurs qui peuvent arriver, les douilles qu'on peut se prendre sur la route, dans cette aventure de l'investissement? Le plus grand danger de l'investisseur, c'est l'investisseur lui-même. Pourquoi? Parce que même si les marchés, qu'ils soient immobiliers, financiers, peuvent avoir, des variations, des hausses, des baisses, ce qu'on observe sur un horizon de temps suffisamment long, et 20 ans, c'est un horizon de temps suffisamment long, c'est que, les marchés montent toujours. En tout cas, ils continuent de progresser, et quand on est arrivé à un certain point, et ben, on retrouvera toujours ce point. Le danger, c'est quand l'investisseur se dit: «Ah, j'avais mis, 10 000 € et bah, il y a un marché baissier parce qu'il y a une crise, parce que Trump a tweeté, parce que quoi que ce soit», et on n'a plus 10 000 mais on a, 8 000 ou on a 6 000 ou on a 2 000, et là, c'est la panique, et là, on se dit: «Oh, mais je veux pas que ça descende, j'ai peur que ça descende plus bas, je revends». Donc on récupère ces billes et on accuse une perte, en fait. On Ouais, accepte ouais. de dire: «Bah, j'ai fait un mauvais investissement et du coup, là, j'ai juste perdu de l'argent et c'est tant pis et je ferai autre chose, plus tard», voilà. Alors qu'en réalité, si la personne, elle était restée investie, j'ai même envie de dire si elle avait presque renforcé ses positions, lors du marché baissier, hein, C'est les soldes, quoi. c'est les soldes, et ben là, elle en aurait énormément profité et elle aurait même été contente qu'il y ait eu cette baisse. Parce que comme tu dis, ça aurait été les soldes. Le pire scénario, c'est si jamais tu as une grosse chute juste avant, j'exagère, juste avant la retraite, par exemple. Mais ça devrait pas arriver. Quand tu as une bonne stratégie d'investissement, c'est certes aujourd'hui à un instant T, aller chercher le maximum de performance possible quand tu as un horizon d'investissement, long, mais à mesure que ton horizon d'investissement se réduit, tu dois opérer ce qu'on appelle une sécurisation progressive. C'est-à-dire, aujourd'hui, bah, mon horizon, je veux utiliser cet argent dans 20 ans, je peux me permettre d'avoir un niveau de risque important pour aller chercher une performance élevée. Mais dans 10 ans, 15 ans, 17 ans, donc peu de temps avant mon horizon, avant l'échéance de mon objectif, eh ben, je vais progressivement arbitrer mes actifs risqués. Donc, je vais vendre un peu mes actions, par exemple, pour acheter des actifs plus sécurisés, des obligations, du fonds euro, des contrats d'assurance vie. Et en faisant cette bascule progressive, bah, les premières années, quand je pouvais me permettre de prendre beaucoup de risques, bah, je le prenais et ça m'a permis de générer beaucoup de rendements et de revenus. Par contre, vers la fin, bah, je veux pas prendre le risque qu'à 2 ans de la retraite, mon capital, il prenne moins 40, et donc j'ai opéré progressivement cette bascule pour que, arrivé à un horizon de temps court, bah, la majorité de mon capital est investi en actifs sécurisés, et donc là, on a, Mmh. fait cette sécurisation progressive. Ouais, tu as préparé la sortie, quoi. C'était Exactement, dans les objectifs, quoi. Enfin, exactement. c'était dans le plan. C'est l'objectif. Qu'est-ce qui te drive, toi, dans cette mission d'éducation financière? C'est de permettre aux particuliers de concrétiser, de réaliser leurs objectifs de vie. Alors pas uniquement d'un point de vue, financier, mais c'est aussi, et c'est pour ça que j'aime autant, ce métier et les premières phases de ce métier, c'est de les aider à identifier, à définir quels sont ces objectifs de vie, et quand derrière tu as mis en place une stratégie qui, avec, le bon niveau de risque, avec les bonnes méthodes, devrait, dans la majorité des cas, permettre d'atteindre cet objectif-là, bah, en fait, tu apportes aux gens une sérénité et une confiance dans l'avenir qu'ils n'avaient pas avant, de te contacter ou de travailler avec toi, et là, tu te dis: «Waouh, là, j'ai
j'ai vraiment un impact. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui m'ont écrit après l'accompagnement et qui m'ont dit mais merci Charlias, grâce à toi, je sais que je vais pouvoir payer les études de mon fils. Merci, grâce à toi, je sais que je vais pouvoir partir à la retraite sereinement. Merci, j'ai pu acheter un appartement pour loger ma mère. Enfin, c'est plein de réels objectifs de vie. Tu vois, moi, je suis pas uniquement, je suis pas forcément drivé, même si j'adore ça, mais par la performance pure. Dire, Mmh. ouais, moi, j'ai fait 12%, 15 ou 20% de performance cette année, c'est super, mais c'est que des chiffres. Ce qui compte vraiment, c'est des situations de vie, des objectifs de vie. Et quand on sait qu'on a participé à l'atteinte de ces objectifs, on a un sens de l'impact et du sens finalement dans notre métier qui est hyper important et qui me donne envie de me lever tous les jours. Là, tu as parlé de confiance dans l'avenir. C'est quoi ton ressenti, toi, vis-à-vis du niveau de confiance dans l'avenir qu'ont les gens au global qui viennent te voir ou pas, tu vois, mais En France, ce niveau de confiance, il est quand même très faible. Alors pour plein de raisons, je pense qu'il y a des raisons géopolitiques, il y a des raisons économiques, et il y a des raisons politiques à notre échelle. Et donc, il y a une incertitude sur tellement de sujets que on ne sait pas sur quel pied danser. Et je pense que ça, c'est le plus grand danger, que ce soit en investissement ou même enfin, en entrepreneuriat ou dans tout, c'est l'incertitude. C'est plus dangereux que la connaissance d'une situation critique Mmh. ou d'un danger présent. ouais. Pourquoi? Parce que si le danger il est là, bah, tu sais que tu dois y faire face et tu sais que tu dois réagir d'une certaine façon. Bon bah là, je sais qu'on est en récession, alors je vais mettre de côté, je vais grave épargner et je vais pas investir parce que je sais que là, ça serait une énorme connerie et donc je sais quoi faire. Ou à l'inverse, on est dans une période de croissance hyper fast, tout va super bien, l'économie prospère. Bah là, je vais investir massivement parce que bah, c'est ce qu'il faut faire, parce que tout va bien. Mais quand tu sais pas, quand tu es dans cette situation d'incertitude de: «Est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? Est-ce que demain ça va bien aller ou est-ce que demain ça va aller très mal?» Ouais. Et ben là, tu es paralysé. Et c'est cette paralysie qui est le plus grand danger pour la gestion des finances parce qu'elle empêche la prise de décision et que l'absence de prise de décision, c'est la pire décision possible. Ouais, c'est clair. Moi, je partage ton constat aussi. La confiance dans l'avenir, elle est enfin, c'est de plus en plus flou, quoi. Euh, Géopolitique, retraite aussi, où c'est un jour oui, un jour non. Enfin, voilà, tu sens bien, en tout cas, que ça, ça, ça peut tourner au vinaigre, quoi. Tu sais pas sur Et quel pied danser. ouais. Et ça, du coup, ça empêche complètement. Donc, est-ce que les gens ont confiance dans l'avenir? Non. Mais je pense que, tu vois, il y a le Est-ce qu'il y a camp. de Vas-y. l'espoir pour autant, tu vois? Bah, est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je suis convaincu, il faut rester optimiste parce que sinon, on se terre chez soi, on met des billets sous son matelas et on ferme sa porte à clé. Je pense pas que ce soit vivre. Ça, j'appellerais plutôt ça survivre et encore. Donc, je pense qu'il faut être optimiste vis-à-vis de l'avenir. Euh, c'est plus facile. Je pense que j'allais dire c'est plus facile à dire quand on est jeune, mais pas forcément, parce que vu les perspectives d'évolution, les gens se disent oh, vu comment c'est aujourd'hui, comment ça sera dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc même les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas forcément une optique Ouais. positive. Et les personnes plus âgées, bah pareil, la situation actuelle fait qu'ils se disent bah, est-ce que là, dans 3 4 5 10 ans, pendant ma retraite, est-ce que ça va bien se passer? Donc, donc non, il y a des doutes, il y a des craintes, mais en réalité, pour disperser ces doutes et cette crainte, je pense que l'outil numéro un, c'est la connaissance. Rien n'est plus effrayant et rien n'est plus angoissant qu'une situation qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Alors que quelqu'un qui a les outils, a les clés de compréhension de la situation actuelle, aussi difficile soit-elle, et des potentielles évolutions, on se dit bah, je suis pas certain de comment ça va évoluer, mais selon les différents scénarios, bah, je sais que je réagirais plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Et tout de suite, d'avoir ces options, ça crée une certaine clarté mentale et ça rassure énormément. Et donc finalement, je pense que le meilleur outil pour lutter contre cette peur de l'avenir, bah, c'est tout simplement de se former, de mieux comprendre l'économie, la finance, la politique, la géopolitique, et ça va permettre d'y voir plus clair et donc d'être plus serein.
C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Exactement. Et ouais, c'est vrai que c'est pas pour être dans le contrôle, parce qu'on peut pas contrôler ce qui va arriver, mais être un peu dans la maîtrise de comment on va réagir aux différentes situations. Et moi, j'aime bien me dire, tu vois, même dans l'entrepreneuriat et tout, pessimiste à court terme et optimiste à très long terme. C'est en gros, d'ici quelques mois, un an, machin, ça va être peut-être plus dur que ce que je pense. Mais par contre, j'ai entière confiance à plus 5 ans, plus 10 ans d'avoir réussi à faire le truc, quoi. Mais ça, c'est pas une confiance dans l'extérieur, tu vois. C'est pas en mode tout va aller mieux, il y aura plus de conflits dans le monde et tout, mais plutôt une confiance peut-être dans l'intérieur de euh, je vais pouvoir mener quand même ma barque. Et je pense que ça vient aussi avec un truc de responsabilisation et de prise de contrôle. Là, j'en parle dans le cadre un peu entrepreneurial, mais dans le cadre des finances perso, j'imagine que c'est la même chose. C'est exactement pareil et ça emmène à un concept que moi j'aime bien, qui a été popularisé par Nassim Taleb. C'est le concept d'antifragile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire antifragile? Bah, ça veut tout simplement dire que, indépendamment des situations extérieures, du contexte extérieur, qu'il soit politique, économique, peu importe, militaire même, je vais pouvoir m'en sortir parce que bah, j'ai mis en place les différentes, tu vois, j'ai mis en place les bases, les briques de ma sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit, enfin, tu vois, géographique ou quoi que ce soit. Et donc, je me suis renforcé, je suis devenu, entre guillemets, un particulier antifragile. Moi, dans ma thématique, bah, c'est un petit peu ce dont je parle quand je parle du concept de l'investisseur antifragile. Il y a pas mal d'études qui ont été menées là-dessus et des portefeuilles, des stratégies qui ont été construites autour de ça. Il y a par exemple le portefeuille All Weather de Ray Dalio. Ray Dalio, c'est un gérant de hedge fund Ouais. de Bridgewater, qui est un des plus gros hedge funds au monde, enfin l'ancien gérant. Et lui, il a construit un portefeuille, c'est de la bourse, hein, avec des obligations, des actions, de l'or, etc. Mais qui s'appelle All Weather parce qu'il est censé avoir une performance bonne, tu vois, autour des, je crois que c'est historiquement, c'est autour des 6%, mais en toute situation. Indépendamment de est-ce qu'on est en période d'inflation, de déflation, est-ce qu'on est en période de croissance, de décroissance, etc. Donc c'est un peu un portefeuille ultra résilient. Bah, ça, c'est un exemple de stratégie qu'on pourrait qualifier d'antifragile. De peu importe ce qui se passe, bah, mon portefeuille sera bien. Il y a un autre portefeuille, c'est le Permanent Portfolio de Harry Brown. Harry Brown, pareil, alors je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais Permanent Portfolio, dans le sens, c'est un portefeuille qui va bien fonctionner en tout temps. Comment on fait ça pour être investisseur antifragile? Bah, alors pas uniquement à travers la bourse, mais c'est vraiment suivre les étapes dont je t'ai parlé plus tôt. Ok. C'est de construire la base de sa pyramide avec la sécurité financière, avec son épargne de précaution. Si on est indépendant, par exemple, et qu'on a des variations importantes potentiellement dans ses revenus, Ouais. moi je recommande d'avoir ce que j'appelle le matelas de sécurité professionnel, c'est-à-dire 3 mois de revenus. C'est que tu vas placer un peu comme l'épargne de précaution, ça peut être sur des livrets. Et c'est cette somme-là, dans laquelle tu vas venir piocher les mois où ton activité a peut-être été un petit peu plus creuse. Qu'est-ce que ça va te permettre ça? Ça va te permettre de un, maintenir ton niveau de vie, c'est Ouais. quand même plutôt agréable. Ouais. Hem et ça va te permettre de potentiellement maintenir les investissements que tu avais prévu de faire. Si jamais tu dis tous les mois: «Je mets 200 € dans un ETF, peu importe, sur PEA», bah, si jamais il y a des mois où en fait ton activité elle est un petit peu plus creuse, bah, tu pourrais dire: «Bon, bah, j'investis pas». Mais plutôt que de faire ça, tu pourrais dire: «Ah bah, j'avais prévu ma poche de secours» entre guillemets, dans laquelle je vais venir piocher, pour aller faire cet investissement et maintenir, parce que je l'ai déjà dit, c'est une question d'habitude, maintenir cette habitude de toujours, toujours investir. Et c'est vraiment 2 objectifs différents, l'épargne de précaution et le matelas de sécurité professionnelle. L'épargne de précaution, c'est vraiment pour des urgences Ouais. et aléas de la vie Genre la où voiture se pète. exactement, voiture qui tombe en panne ou frigo qui tombe en panne ou un problème de santé qui est non remboursé où je dois faire une grosse sortie d'argent, rapide. Ça, c'est tous les problèmes perso. Ouais. Alors que le matelas de sécurité professionnel, c'est vraiment, «Ah bah là, ce mois-ci, j'ai un petit peu moins vendu, mais bon, j'ai pas envie de me serrer la ceinture et de bouffer des pâtes et du riz tout le mois, donc bah, je peux aller piocher dans cette poche-là en attendant que, l'activité reprenne un petit peu». Donc déjà, voilà, avoir, cette base de sécurité financière, c'est, fondamental, c'est énorme et puis, bah, derrière, mettre en place des investissements et des stratégies qui sont adaptées à ses objectifs, pour, éviter de se retrouver dans une situation où: «Ah bah, en fait, j'ai besoin de l'argent et j'avais tout investi dans le bitcoin, ou dans des produits qui sont pas liquides» et là, bah, tu es vraiment dans la mouise.
C'est quoi, toi, les trucs qui te saoulent un peu, que tu peux voir sur l'éducation financière, l'investissement, les trucs qui t'irritent en fait sur ce marché-là où tu te dis, putain, tout le monde devrait avoir accès en fait à cette information-là, cette croyance-là, tu vois? Mmh, mmh mh. Hem, Bah, déjà, la croyance qui est la plus pénalisante, je pense, c'est que il faut déjà être riche pour investir ou qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour investir. On en a parlé un petit peu plus tôt et ça, faut que les gens s en fait, la meilleure façon de se rendre compte que c'est possible de s'enrichir ou de développer son patrimoine sans avoir, des dizaines de milliers d'euros à investir day one, c'est littéralement, on en a parlé plus tôt, de d'aller sur Google, de regarder une calculatrice d'intérêts composés et de voir qu'avec, 50, 100, 200 € par mois, on peut arriver avec un horizon de temps suffisamment long, à des sommes significatives de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc ça, mais il faut le faire. Là, tu vois, moi, je le dis et il y a plein de personnes, je suis sûr, qui vont nous écouter et qui vont pas me croire ou qui vont se dire: «Non, mais il exagère». Allez-y, allez sur Google et tapez calculatrice d'intérêts composés et rentrez, des hypothèses et vous verrez. Donc ça, c'est le premier truc parce que la première fois que moi je l'ai fait, je sais que ça m'a choqué. Je me dis: «Mais attends, mais what? C'est dingue, quoi!» Tu mets heu 150 € par mois, par exemple, tu mets, 30 ans, tu mets, 5 ou 8 par an Exactement. et là, tu vois, OK, il y aura, 200 000 € ou 300 000, 400 000, 500 000, enfin selon la somme, le rendement, l'horizon de temps et cetera. C'est vraiment choquant la première fois qu'on le voit. Donc je pense que ça, c'est le premier truc. L'autre chose, c'est, bon, après on en a déjà parlé plein de fois, mais le fait que le banquier, il est pas forcément là, dans ton intérêt. Pas qu'il est, mauvais, malicieux, que c'est le démon ou quoi que ce soit, mais il a des objectifs, qui sont souvent commerciaux Ouais. et il faut avoir en tête que toi, ton objectif en tant qu'investisseur, c'est de gagner de l'argent, soyons clairs. Comment Ouais, est-ce que tu gagnes ouais. de l'argent? Bah, c'est en faisant travailler l'argent que tu investis à un certain taux et quel est ce taux? Bah, ce taux, ça va être le rendement des actifs, donc dans lesquels tu investis, les actions, les ETF, l'immobilier, peu importe, moins les frais. Et donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que, bah, moi, je cherche à maximiser ma performance et pour maximiser ma performance, bah, il faut que je minimise mes frais. Parce qu'aller chercher plus de performance brute dans les actifs dans lesquels j'investis, c'est très difficile parce que tu as plus de risques. Donc, si je veux pas exploser mon risque, bah, ma meilleure façon d'améliorer mon rendement net, c'est de minimiser mes frais. À l'inverse, le banquier, lui, son objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires et son chiffre d'affaires ou de rentrées d'argent. C'est quoi ces rentrées d'argent? C'est ses frais. Enfin, c'est les frais que tu payes et donc lui, son objectif, c'est que tu payes un maximum de frais et donc là, tu fais un constat. Mon objectif en tant qu'investisseur, c'est de minimiser les frais. Son objectif en tant que conseiller bancaire et cetera, c'est de maximiser les frais. Donc en fait, on a 2 objectifs qui sont diamétralement opposés. Et en fait, on le voit pas parce que, tu vois juste enfin, tu vois pas que tu aurais gagné plus avec moins de frais. Par contre, si tu envoyé tous les ans une facture de ce que ces frais te coûtent, C'est clair, c'est clair. ça ferait mal. Ah bah, c'est sûr et encore ça ferait moins mal que ça ne devrait parce que du coup, tu ne verrais que les frais de l'année en De cours. maintenant. Alors que ce qui serait beaucoup plus choquant, c'est s'ils t'envoyaient peut-être une facture tous les ans, mais tous les ans, elle serait actualisée sur le coût cumulé des frais et le coût d'opportunité. C'est-à-dire que les frais que tu as payés, c'est pas uniquement que tu as perdu cet argent-là. On en a parlé plus tôt, C'est que c'est tu pas aussi gagné. exactement, c'est des frais qui n'ont pas travaillé, c'est de l'argent qui n'a pas travaillé pour toi et qui aurait généré des intérêts et des intérêts composés. Et donc là, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, il pourrait, ouais, situation complètement, dystopique, t'envoyer une, facture indiquant que, bah, ce que tu as payé en frais, ça t'a coûté, 50, 100, 200 000 € et là, tu te dis: «Mais» et quand tu vois ça, tu dis: «Ah ouais, en fait, ça coûte beaucoup plus cher que je ne l'imaginais». Pour des trucs où finalement, on a un peu avoir la croyance que c'est très compliqué à gérer, mais les trucs dont tu parlais tout à l'heure, les ETF, les machins, c'est pas non plus, complexe. Il y a pas besoin d'acheter et de vendre tous les 4 matins, Exactement. Ouais, c'est très passif, les ETF, les SCPI, tout ça. Il y a pas besoin de gérer tous les 4 matins, il y a pas besoin d'avoir fait, maths sup, maths spé pour comprendre le fonctionnement. Aujourd'hui, il y a des dizaines, on va dire des centaines de ressources, gratuites sur internet, que ce soit sous format podcast, sous format vidéo sur YouTube, sous format, texte avec des blogs. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui permettent, avec différents formats et que chacun trouve le format qu'il préfère, de se former et d'acquérir ses bases, ses fondamentaux
Et il n'y a pas besoin d'y passer des centaines d'heures non plus. Je pense que quelqu'un qui se plonge avec les bonnes ressources, et c'est ça peut-être le point difficile, la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec la multiplicité de ressources disponibles, distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais devient difficile. Mais bon, là-dessus, bah, faut aller voir ma chaîne, faut aller voir non, mais Non, je bah si, rigole, mais ouais, si. il y a voilà, il y a plein il y a certains acteurs, beaucoup d'acteurs aujourd'hui et ce qui est bien aussi, je trouve, dans cet écosystème, c'est que c'est extrêmement sain dans le sens où les bons acteurs, c'est-à-dire ceux qui préconisent les bonnes stratégies, qui font des bons conseils, ils se recommandent entre eux. Tu vois, pour le coup, moi, je travaille avec plein de conseillers en investissement ou CGP ou même qui sont créateurs de contenu comme moi, tu vois, que ce soit Axel Paris, Clément Bravo, Thomas Mayol, Nicolas Domenech, j'ai aucun souci à dire leur nom parce qu'ils font du super travail. C'est des concurrents pour moi, mais il n'y a pas de concurrence dans ce marché parce que le marché, il C'est est tout le monde qui doit investir, en tout fait. le monde doit investir, le marché est immense, il est en croissance. Ouais. Donc en réalité, voilà, il y a plein de bonnes ressources aujourd'hui. Et quand on voit qui se recommande entre eux, avec Xavier Delma aussi, avec Nicolas Chéron, Mathias Bacchino, tout cela, voilà, c'est plein de ressources qui sont de très très bonne qualité et qui permettent d'acquérir en 5 heures, 10 heures, même pas, les fondamentaux qui te permettent de se lancer. Ouais, ouais. Ah, c'est clair, ce marché est en train d'exploser. Bah, il y avait la Paris Investor Week la semaine dernière, à l'heure où on enregistre ce Yes. podcast, où tu étais, du coup, Ouais, exact. avec bah, beaucoup de personnes de cet écosystème-là pour faire de l'éducation financière. Et ouais, c'est un sujet, je pense que, en fait, j'aime bien, tu sais, cette idée que peut-être 1 heure investie dans de l'éducation financière maintenant, en cumulé, ce qu'elle va rapporter sur les 40 prochaines années, c'est énorme, en fait. Le meilleur investissement, c'est dans ses connaissances parce que ce soit du temps ou de l'argent, on investit l'un ou l'autre, Ouais. hein. Il y a des personnes qui peuvent passer des dizaines et des dizaines d'heures, pas dire des centaines d'heures, à consommer des contenus gratuits sur internet et à se former et ça marche très bien comme ça. Moi, je sais qu'au démarrage, j'étais un peu là-dessus, enfin, dans cette méthode. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent utiliser leur argent, donc suivre un accompagnement, suivre une formation, peu importe, pour avoir toutes les connaissances ou le 80-20 des connaissances, mais en 5 heures, C'est 10 ce que heures. j'avais fait dans ton Exactement. programme, d'ailleurs. Exactement, tu es membre du grand bain. Donc voilà, chacun utilise soit son temps, soit son argent, mais ça permet de assez facilement et assez rapidement, bah, obtenir les connaissances nécessaires pour pouvoir se lancer sereinement. Là, avec quoi t'aimerais que repartent les gens qui viennent de passer 1 heure avec nous? Avec l'envie d'en savoir plus. Parce que si les personnes étaient déjà intéressées par le sujet, j'ai envie de dire soit elles n'en savent pas assez pour passer à l'action, soit elles en savent assez, mais elles ont pas assez confiance en elles pour se lancer. Donc, quand tu as pas assez confiance en toi, bah, c'est finalement que tu en sais pas assez. Il faut faire attention à la boulimie d'informations et de juste consommer, consommer, consommer et jamais passer à l'action. Mais dans ce cas-là, s'il y a des personnes qui, se renseignent depuis, des mois, voire des années et qu'elles sont toujours pas passées à l'action, s'il vous plaît, allez voir un professionnel. On dirait que je vais aller voir un médecin, mais c'est un peu ça. Ouais. C'est faut avoir en conscience que si vous êtes quelqu'un qui, adore se former, mais qui n'est toujours pas passé à l'action ou qui est passé à l'action, mais qui a obtenu des résultats très mitigés, pour ne pas dire, des mauvais résultats, c'est qu'il y a un souci quelque part et dans ce cas-là, il faut aller voir un professionnel, il faut aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, il faut aller voir un conseiller en investissement. Voilà, il faut aller voir quelqu'un parce que cette personne va vous apporter un autre regard ou peut-être va valider ce que vous aviez prévu de faire tout simplement et qui était peut-être déjà très bien. Mais il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont justement besoin de juste cette validation de OK, je pensais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien ou pas? Est-ce que j'ai choisi le bon ETF, le bon contrat, le bon PEA? J'ai peur de faire des bêtises. Et souvent, il y a plein de personnes qui restent bloquées à cette étape-là. Et donc, d'aller voir un professionnel, ça leur permet de débloquer, d'avoir cette validation et de se lancer. Donc, ça, c'est pour ceux qui étaient déjà intéressés par le sujet. Ceux qui n'étaient pas intéressés par le sujet ou qui n'y connaissaient rien, bah, là, on a abordé certaines bases avec l'épargne de précaution, avec l'immobilier, avec la bourse, avec les produits exotiques. Euh, mais il y a beaucoup d'autres choses à comprendre et à connaître aussi et à découvrir avant de pouvoir se lancer. Et donc là-dessus, n'hésitez pas, ne soyez pas radin avec votre temps. C'est, tu l'as dit, du temps très bien investi. Et donc, si elles doivent retenir quelque chose ou si elles doivent repartir avec quelque chose, c'est avec une envie de plus se renseigner sur ce sujet, sur les marchés financiers, sur l'immobilier, sur l'épargne de précaution, sur les crypto-monnaies, peu importe. Trouver la brèche, la porte d'entrée
qui va vous parler, parce qu'on a chacun une porte d'entrée qui est différente. Il y a des gens qui ont découvert le monde de l'investissement parce qu'elles aimaient bien l'immobilier. Il y en a d'autres qui ont découvert grâce à la bourse. Il y en a qui ont découvert grâce aux crypto-monnaies. Il n'y a pas de mauvaise porte. L'important, c'est de trouver la porte qui nous parle, qui va nous donner envie de pousser et d'aller derrière la porte et derrière un monde magnifique qui s'ouvre à nous. Si vous voulez aller plus loin, on vous mettra le lien de la chaîne de Charles Elias, si vous voulez continuer de vous former auprès de lui. Merci, Charles Elias, c'était trop cool. Ben, merci Baptiste, un plaisir. J'espère que ça aura plu aux viewers. Bah, moi aussi. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!